01 02. Nous sommes en direct, on vit pas dans la même France dans cette émission extraordinaire qui casse les codes. Ce soir, on reçoit du très très lourd ce soir. Comme vous le savez, c'est la seule émission aujourd'hui en France où on oppose un influenceur, une personnalité publique, voilà, une personne qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On peut critiquer les influenceurs, mais on peut pas dire... On m'aime. Attendez, vous savez pas encore qui est notre invité ce soir. C'est du lourd, les gars. On peut les critiquer, on peut ne pas les aimer, mais on peut pas leur enlever qu'ils ont ce talent de fédérer des dizaines, des centaines, voire des millions de personnes. Ils sont très forts. Voilà, c'est comme ça. C'est un fait, c'est factuel. Et tous les soirs, ils débattent en face d'institutionnels ou bien de politiques qui, eux, ont un peu plus de mal à communiquer avec les gens, un peu plus de mal à se faire comprendre. On le voit notamment sur le taux d'abstention de vote. On voit bien que les gens sont fâchés. Ils sont en colère avec les politiques. Tout simplement parce que je pense, et pour beaucoup, c'est les témoignages qu'on reçoit, ils ne les comprennent pas, ils en ont marre. Voilà, ils veulent parler calmement. Ce soir, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Est-ce qu'on peut vivre en France aujourd'hui sans écran ? Pourquoi aujourd'hui, et je pose la question à tous ceux qui nous regardent, parce qu'il me semble que nous sommes en live actuellement sur le compte Instagram ou sur la chaîne YouTube de Sud Radio, plus grande chaîne YouTube France de radio, 1 200 000 abonnés, c'est incroyable. C'est incroyable, on est vraiment les meilleurs. Il n'y a rien à dire. On est une équipe qui gagne, moi j'ai envie de dire ça, voilà, c'est comme ça. Et ce soir, j'ai envie de vous poser à vous aussi la question, est-ce que vous arrivez à vivre sans écran ? Est-ce que vous arriveriez à vivre sans écran ? Est-ce que notre société a fait de nous des dépendants d'écran ? Moi, je pense que oui, mais on va en débattre ce soir avec, alors, star montante. Star montante ou star montée ? Star démontée. Star exceptionnellement. Faisons des caisses, vas-y. Il est incroyable. C'est une star des réseaux sociaux. Il est beau, il est gentil, il est généreux. Ténébreux. Il est ténébreux. Il est célibataire. On est venu pour parler de moi ou des enfants ? De toi. Les 10 premières minutes, c'est sur toi. Ah, les 10 premières minutes, c'est sur moi. Alors, je ne répondrai pas à cette question sans mon avocat. Ah bon, bah... Du coup, t'es célibataire ou pas ? Bah, c'est Julie, ton avocate, ce soir. Ah, c'est mon avocate. Hello. Ça va, mon avocate ? Ça va bien et toi ? Je suis en... Je sais pas. Je me pose des questions. On a un scoop, c'est Kevin Gage. Vivant heureux, vivant caché. Ouais, mytho, va. Bon, Kevin Gage, de toute façon, n'est jamais célibataire. Je tiens à vous le dire. Chaque seconde de sa vie qui passe. Non, tu vois, putain, j'essaye de faire le mec bien, elle est en train de me couper en deux. Kevin Gage, ce soir, qui va débattre avec Marie-Claude Bossière. Alors, Marie-Claude Bossière, qui est pédopsychiatre et membre du collectif Surexposition Écran. Alors, moi, Marie-Claude, quand elle arrive, elle est pédopsychiatre. À la fin, elle va aller voir un psychiatre. Je t'assure que c'est sûr. Et je suis accompagnée. Alors, Mathias a eu un empêchement ce soir. Mathias, on l'embrasse. Et on reçoit à sa place Julie. Alors, Julie, c'est notre programmatrice. Et elle m'a dit, je peux venir à la place de Mathias. J'ai dit, franchement, oui. Oui, Julie, ça vaut le détour. Bonjour, Julie. Bonjour, Magali. Bonjour, tout le monde. Ça va, Julie ? Ça va bien et toi ? Alors, j'ai plein de choses à raconter ce soir. Ah non. Premièrement, bonjour, Kevin. Bonjour. J'ai entendu dire que t'étais célibataire. Ok. Mais t'es papa. Oui. Est-ce que ça pose un problème ? Pour qui ? Pour moi. Ah, tu te places là ? T'es en train de te placer ? Tu veux te placer, ma chérie ? Qu'est-ce qui se passe ? On essaye. Ah, d'accord, En 2026, ok. c'est le changement. Julie, tu te calmes ? Julie, Eh ouais, mais je fais cet effet souvent. Hein. Julie. J'ai un sex appeal de tonnerre. Ah. Vous pouvez vous calmer tous les deux, s'il vous plaît. C'est pas le but de l'émission. Ah merde, ça. j'ai pas compris. Julie, c'est la programmatrice. Tu sais ce que c'est une programmatrice ? Bah, le programme. C'est elle qui appelle les politiques pour les faire venir. Attends, D'accord. on n'a pas dit appeler, on a dit harceler. Oui, alors c'est pour ça qu'ils veulent plus venir du coup. D'accord, Si tu veux. ok. Elle s'est fait quand même envoyer chier par Patrick Sébastien. Il est Ah, pas mais- politicien. Bah si, il est candidat à la présidentielle, Patrick Sébastien. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Si. Oui. Il est candidat à la présidentielle. Il est candidat à la Je vote pour lui. présidentielle. Ah oui. Il a quand même dit à Julie, je vous trouve bien trop insistante, mademoiselle. C'est gênant, il a C'est rajouté. gênant. Moi, je vote pour lui. Ah bon ? Ouais, je sais pas, je l'aime bien. Bah, c'est pas très gentil, mais on va chier et... Je vote plus pour lui alors. Voilà. Merci. Julie, elle a un talent caché, elle est chanteuse aussi. Ah oui, mais non. Si. Ah non. Ah si. Tu chantes quoi? C'est toi qui chantes là? Mais attendez, je suis absolument pas prévenue de ce qui se passe là. Je te promets le ciel. Chut, Kevin, laisse l'honneur à Julie. Bon, c'est bon, on peut arrêter? Non, Allez. incroyable.
Est-ce que tu t'es inscrite à la Star Academy? Non. Si tu veux, j'ai des Pourquoi? touches à The Voice. Ah, The Voice, pourquoi pas? J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un au ciel. À tes bras qui me serrent. On peut arrêter le désastre? Je suis sûre que les gens ils chantent avec nous là. Différente des autres, j'ai tellement besoin d'y croire encore. Quel carnage. Moi, j'ai la voix trop orientale. Moi, je sais pas quelle voix j'ai, mais voilà, c'était la petite pause sympathique de l'émission en attendant que notre invitée arrive et on est ravis de la recevoir. Voilà, notre pédopsychiatre préférée, membre du collectif Surexposition Écran, Marie-Claude Bossière. Bonsoir. Merci cet accueil. Merci d'être Bonsoir. avec nous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression là d'arriver un petit peu chez les oufs? Ah non, moi j'aime beaucoup la vitalité et l'humour et cette petite part d'enfance. Tant mieux, profitons-en. Ah, Les psychiatres en même temps, Dieu bénisse, vous êtes bien, vous êtes au bon endroit. Alors, je crois qu'on est un peu les extraterrestres de Sud Radio, nous. Ah bon? Oui. Alors, on va commencer par Kevin. Oui, donc ce c'est soir, on va se poser la question, bien sûr, est-ce que la société nous rend accro aux écrans? Alors, je vais vous présenter pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Kevin. Alors, il n'y en a pas beaucoup, je suis sûre. Kevin est une star. Combien t'as de followers, Kevin, en tout? Tu sais mieux que moi. Ah non, en tout. Combien sur Instagram? 2 millions. Ok, combien sur TikTok? 600 000. Ok, ça fait 2,6 millions. Combien sur Snapchat. Sur Snapchat? Plus de 2 millions. Donc ça fait 4 600 000 abonnés. Allez, arrondi à 5. Allez, 5 Allez, millions. 5 millions. Ça. Allez, vas-y. On est à 5 millions. On est au max ici. Alors, Kevin, tu t'es imposé comme l'une des figures incontournables de la télé-réalité française. Tu as été révélé au grand public dans Les Marseillais. Tu as marqué les esprits par ta personnalité. Par tes crushs aussi, au passage. J'ai rajouté un mot, ça n'y était pas. C'est mon clin d'œil qui a bien marché. Ton franc-parler et ton sens de la stratégie. Tu es très, très, très stratégique. Tu es entrepreneur aussi. Tu es influenceur. Tu es suivi par des millions de personnes, donc quasiment 5 millions de personnes. Tu fais régulièrement l'actualité. Tous les jours. Tous les jours, il se passe quelque chose dans la vie de Kevin. Côté personnel, ta vie de famille et ton rôle de père occupent aussi une place centrale dans ton parcours. Oui. Tu es l'ex-mari de Carla Moreau. Oui, c'est Carla mon ex-femme, je suis pas son ex. Non, j'ai comme ça. Tu es l'ex-mari de Carla Moreau. Carla Moreau, star aussi. International. Non, mais on peut pas lui enlever que c'est une star international de télé-réalité incontournable aujourd'hui en France également. Certain. Et vous êtes les parents de Ruby, qui est aussi une star de la télé-réalité française, puisque même leur fille est née à l'antenne. Elle est née à l'écran. C'est un bébé issu de la télé-réalité et c'est une star. Elle avait plus d'1 million de followers sur Instagram. Ils nous l'ont fait sauter. Ouais, ils lui ont enlevé son compte Instagram, la pauvre C'est Ruby. nous qu'on le gérait, c'est pas elle qui postait ses photos parce qu'elle est petite. Ah bah non. Elle n'y arrivait pas. J'ai essayé, elle n'a pas réussi. C'est nous qu'on gérait. Pourtant, elle s'en sert bien le téléphone. Hein. Alors, on va. Et alors donc, tu nous disais que tu es peut-être plus célibataire. C'est un champion. Bon, il y a une histoire qui se passe, mais on sait. Il se passe un truc de fou. Ok, il se passe un truc. Ok, on peut pas dire quoi? On peut pas dire qui non plus? Non. Connu, pas connu? Non, pas connu. Non, je suis pas. Et sinon, les écrans dans tout ça. C'est un grand mytho. C'est un grand mytho. Dans tout ça. Alors, elle est connue. On va faire un bond dans le passé. Est-ce que tu te souviens de comment tu t'es retrouvé dans ta première émission de télé-réalité? Ouais, je me rappelle. Comment? Je devais. En fait, on m'avait proposé plusieurs fois de faire des émissions de télé, mais à l'époque, j'étais pas du tout là-dedans. Je travaillais en boîte de nuit. Occupé de boîte de nuit à Marseille. C'était le feu. J'étais jeune et insouciant. Et c'était vraiment, donc c'était bien. Et en plus, à l'époque, c'était pas comme ça a pu être après. Ça veut dire que ça a commencé la télé-réalité. C'était pas non plus la folie. C'était pas vu énormément. Et on m'a proposé une fois, 2 fois, j'ai pas voulu. Et une dernière fois, la boîte de nuit où je travaillais, en fait, elle a vendu les murs. Du coup, je me suis retrouvé à chercher autre chose. On m'a proposé de partir payer pendant 5 semaines en Thaïlande, tout frais payé avec des copains parce que je les connaissais tous. J'y ai pas réfléchi longtemps. C'était l'émission dit, des ok. Marseillais. C'était les Marseillais en Thaïlande. Donc on m'a payé pour partir en Thaïlande avec des copains pendant 5 semaines. Et donc, t'es parlé avec Julien Tanti, Jessica Tivnin. Jessica, Paga, Stéphanie, un peu tout le monde, quoi. Tous les premiers qu'il y avait avec moi. Et c'était super. Et depuis après, c'était il y a 12 ans, quoi, à peu près. Est-ce que tu penses que la télé-réalité aujourd'hui a changé? Ah oui. Oui. Ben déjà, avant, le truc, c'est on savait pas la surexposition comme il y a maintenant, par exemple. Maintenant, quand ils arrivent, ils vont se dire, allez, je vais faire ça, on va faire ça, ça va marcher, je vais faire un faux truc. Nous, Placement de produits. Nous, c'était ça. C'est de ta faute, ça, d'ailleurs. C'est de ma faute. Du coup, c'est vrai, quand il y a eu les placements de produits, ils arrivaient, ils se disaient, j'arrive, je veux gagner tant par mois. Non, en fait, nous, on arrivait, on s'amusait, on rigolait.
Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné, je pense. Parce que les gens, ils se disaient, j'ai envie d'être avec eux. Maintenant, quand tu regardes, 80% de ce qui se passe, après, il y en a qui sont très bien. Là, j'en sors d'une, on a vraiment rigolé. C'était vraiment bien. Mais c'est vrai que la plupart, tu te dis, tu n'as pas envie d'être copain avec eux, quoi. Là, tu viens de finir Les Apprentis font du ski. Les apprentis champions font au ski. C'était bien? C'était le top, il faisait moins 28. Je me suis gelé, c'était dur. Mais c'était bien. Restez avec nous sur Sud Radio, on revient tout de suite pour rentrer dans notre sujet de ce soir. La société nous rend-elle accro aux écrans? On va parler avec Kevin, il va nous dire ce qu'il pense lui par rapport à Ruby, par rapport à c'est ton métier, donc qu'est-ce qui se passe avec les écrans? Et on reçoit Marie-Claude Bossière qui est pédopsychiatre et membre du collectif Surexposition Écran. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14, nous sommes en direct du lundi au jeudi, on vit pas dans la même France, on réunit chaque soir deux mondes qui ne se parlent jamais, qui n'ont absolument rien à voir. Qui aurait dit à Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre et membre du collectif Surexposition Écran, qu'un soir, elle se retrouverait en débat avec Kevin des Marseillais? Qui aurait prédit ça si ce n'est pas... Certainement pas moi. Voilà. Si ce n'est pas sur Sud Radio, et c'est exactement ce qu'on veut chaque soir, des gens qui ne se parlent jamais pour avoir des débats qui font avancer, voilà, des gens qui ne se comprennent des fois pas et qui finalement arriveront à se comprendre. Arrête de la draguer. Alors, je vous préviens. Elle veut faire un date avec. Il ne s'arrête pas. En Je préfère date, oui. vous prévenir, Marie-Claude. Il ne s'arrête jamais. Un Voilà. débat, non, mais en date, oui. Voilà. Alors, je termine juste avec toi, Kevin. Tu es le papa aujourd'hui d'une merveilleuse petite fille qui s'appelle Ruby. Oui. Comment tu agis avec elle par rapport aux réseaux et aux écrans? Alors déjà, moi c'est compliqué parce qu'avec la maman on ne réagit pas de la même manière. Par exemple, moi sur les réseaux sociaux, je la montre plus pour la simple et bonne raison qu'on habite en France et que je l'ai montré jusqu'à 2 ans, 3 ans, c'est bébé, c'est mignon. Et maintenant, vu qu'elle est à l'école, les parents, tu vas la chercher à l'école et tout, je pense que c'est peut-être une mauvaise chose de la montrer sur les réseaux. Maintenant, est-ce que c'est ça la question ou est-ce que il faut lui montrer qu'elle regarde elle les écrans? Les deux. Ok. Donc la montrer, je trouve pas que c'est une chose exceptionnelle. Mais Carla la montre, elle. Carla la montre. Vous arrivez quand même à accepter la vision des différentes. C'est sa mère, c'est son choix. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Moi, je lui fais manger des lentilles, elle non. Vous êtes en bonne entente là avec Carla? On s'entend, écoute, super bien. C'est vraiment la folie. On est tous les soirs au resto ensemble. Non, tu m'as. Non, mais vous entendez bien. On s'entend. Vous êtes dans un cadre respectueux. On est dans le respect. On est dans le respect, ça va, ça se passe plutôt bien. Ça se passe mieux maintenant qu'avant. Et sinon, pour les écrans, quand tu lui montres les écrans, alors. Moi, j'adore les gens qui te disent il faut pas. C'est vrai qu'il faut pas. Le problème, c'est que maintenant, c'est dur de pas leur laisser regarder parce que moi, le premier, je suis toute la journée avec mon téléphone. Sa mère, pareil. Donc, en fait, elle nous voit dessus. Si je lui dis non, elle me dit mais toi, tu fais quoi avec? Donc, moi, des fois, ma fille, quand je lui dis non, elle me dit arrête le téléphone. Oui, elle te dit à toi. Et vu que je travaille avec, donc en fait, je lui dis bon, ça va, vas-y, prends-le. C'est une erreur, peut-être, sûrement. Bah, c'est compliqué, vous avez raison de dire que c'est compliqué parce que mais en même temps, il faut bien faire la différence entre les petits et les grands. Hein, c'est-à-dire qu'elle vous dit mais toi ton téléphone, faudrait peut-être que tu l'arrêtes. Alors elle a peut-être raison parce que ce qu'elle vous dit c'est qu'elle aimerait profiter de son papa quand il est là, mais en même temps, c'est pas la même chose les enfants et les parents. Et vous pouvez aussi lui dire que c'est pour votre travail, que c'est comme ça et que vous serez disponible à tel moment. Alors le problème que j'ai, c'est que moi j'arrive pas à lui dire non à ma fille. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça. En octobre dernier, Jazz Correia, extrêmement grande star aussi de télé-réalité, a annoncé le lancement du compte TikTok officiel de sa fille Chelsea, âgée de 7 ans. Est-ce que c'est quelque chose... non. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais laisser faire à Ruby? Oui, bah... Après, c'est différent, ils sont à l'étranger. Oui. Ça me dérange pas. Tu n'as pas tort, ils sont à Dubaï. Ils sont à l'étranger, ils sont à Dubaï, il n'y a personne qui les embête. Ça me dérange pas, au contraire, je trouve ça même limite mignon. Après, moi je trouve que ma fille, par exemple, quand elle regarde des trucs, je regarde ce qu'elle regarde. Je ne vais pas lui laisser regarder tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que à son âge, j'étais beaucoup moins éveillé et intelligent qu'elle est à son âge. Ça veut dire que elle te fait des trucs, des fois elle te dit des trucs, elle regarde, j'ai regardé ça, j'ai vu ça, viens on fait ci, viens on fait ça. Elle me fait des pranks, par exemple. Genre la dernière fois, elle a pris un morceau de carton. J'ai un copain qui a dormi à la maison, elle a pris un morceau de carton, elle l'a mouillé, elle l'a mis dans le lit, elle m'a dit papa viens, regarde, Mika il a fait caca dans le lit. J'ai ouvert, on aurait dit une crotte le truc. Donc en fait c'est bizarre, mais en fait si tu veux c'est des trucs que tu penses pas, mais il y a plein de trucs comme ça. Quelle anecdote. C'est rigolo, arrête, elle est rigolote cette anecdote. Oui, elle est rigolote, j'imagine pour avoir c'est l'idée de très faire ça. Oui. Pour avoir l'idée de faire ça. Et en fait si tu veux je les trouve beaucoup plus intelligents que nous à leur âge. Donc moi je trouve pas ça, en fait il y en a tellement, c'est maintenant c'est le monde dans lequel on vit en fait.
de dire que c'était toujours mieux avant, c'est peut-être pas la meilleure des choses aussi. Alors, on va présenter aussi notre invitée de ce soir, Marie-Claude Bossière, qui est pédopsychiatre et membre du collectif Surexposition Écran. Marie-Claude Bossière, vous êtes pédopsychiatre et praticienne hospitalière en banlieue parisienne, ancienne consultante à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Vous êtes aujourd'hui membre du collectif, alors je ne sais pas si je dis bien, Cause, parfait. Oh là là, j'ai trop fort. Vous entendez, les gars ? Très bien dit le mot. Engagé sur la question de la surexposition aux écrans, associé à des travaux de recherche avec l'Institut de recherche et d'innovation. Vous étudiez notamment les effets du numérique sur la relation parent-enfant. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage Le bébé au temps du numérique aux éditions Hermann. Alors merci d'être avec nous ce soir. Comment vous avez eu envie de devenir pédopsychiatre ? Ah là, pédopsychiatre, c'est une histoire un peu compliquée. Quelle est la différence entre un psychiatre et un pédopsychiatre, juste ? Pardon, un pédopsychiatre, d'abord c'est un médecin D'accord. qui ensuite a fait des études de psychiatrie et qui ensuite s'est spécialisé dans le monde de l'enfance et de l'adolescence. Et donc moi j'ai fait ça parce que effectivement je pense que la psychiatrie m'intéressait beaucoup. Quand j'ai commencé à faire de la médecine générale, en fait, je voyais toujours les mêmes patients. Enfin voilà, il y a des patients un peu réguliers et les patients me disaient mais vous n'êtes pas un peu psy vous sur les bancs? Et puis petit à petit ça a fait son chemin. Je suis devenue psychiatre et puis je me suis beaucoup intéressée aux enfants. Et puis les adolescents, bon, c'est intéressant, mais c'est difficile parce que déjà, quand les adolescents, moi je travaillais dans un hôpital psychiatrique, donc les adolescents, quand ils sont à l'hôpital psychiatrique, c'est que quand même déjà, il y a une histoire, c'est lourd. Et donc petit à petit, je me suis intéressée aux enfants de plus en plus jeunes. Et ce qui m'a mobilisée là par rapport à la question des écrans, c'est à partir de 2016-2017, les enfants petits que je voyais en consultation vers 3 ans, avant l'entrée à l'école, qui n'avaient pas de langage, qui avaient des troubles de la relation, qui étaient dans leur monde, dans leur bulle, et qui passaient des heures et des heures sur les écrans. Donc ça m'a beaucoup mobilisée. Et on parle de plus en plus de la santé mentale des jeunes. Est-ce que c'est un problème nouveau ou ça existe depuis longtemps et c'est juste un peu moins tabou ? Non, c'est à la fois un problème ancien, parce que l'adolescence, c'est une période de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on change de peau, on change d'identification, donc c'est compliqué. Mais ça l'est d'autant plus maintenant depuis, je pense effectivement beaucoup de numérique, depuis le fait que les parents sont plus disponibles pour les enfants, parce qu'ils sont beaucoup sur les écrans, par les contenus aussi, les contenus des réseaux sociaux, TikTok, des choses sur lesquelles il y a eu beaucoup de rapports quand même, Amnesty International, le Sénat, le Parlement, Et alors oui, la santé mentale, elle est dégradée chez les jeunes gens. Comment ça dégradé ? Dégradé, c'est-à-dire que les jeunes, donc, ont beaucoup plus de symptômes dépressifs, beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de tentatives de scarification. Sur TikTok, on leur apprend comment se faire des cicatrices sur la peau, on leur apprend comment faire des tentatives de suicide, voire comment se suicider. Alors, il existe quand même sur les réseaux sociaux un truc qui s'appelle de la modération. Ouais, et ça marche ? Oui. Ma fille, je l'ai jamais vue, elle veut regarder un truc en train de se scarifier. Au pire, elle regarde Lily Rose. Elle adore ça. Ouais. Mais Lily Rose, est-ce qu'elle se scarifie pas ? Oui, mais surveiller. Il faut surveiller. Parce qu'en fait, le rapport d'Amnesty International montre que quand on commence à s'intéresser à une vidéo qui parle de la souffrance, de la dépression, d'une forme de tristesse, etc., en fait, vous êtes abreuvé de ce genre de vidéos. Et après, au bout de 3 heures, on vous dit comment effectivement vous scarifiez et comment vous suicidez. C'est quoi Amnesty International ? Comment ils décident que ça c'est bien ou c'est pas bien ? Ah bah c'est pas Amnesty. Ils ont fait une enquête. Ils ont créé des faux comptes. Donc ils ont fait leur enquête pour dire voilà, il y a un problème avec TikTok. Donc en fait, ils sont allés embêter des gens pour regarder si c'était une bonne chose. Ils sont pas allés embêter des gens, ils ont créé des faux comptes eux-mêmes. Oui, c'est ça du coup. Alors, selon plusieurs études publiées fin 2025 sur l'explosion du temps d'écran chez les jeunes, parce qu'effectivement les jeunes sont de plus en plus sur leurs écrans, la société crée-t-elle elle-même les conditions de cette dépendance ? Est-ce que, Kevin, toi, tu as l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut pas empêcher un enfant ou un jeune d'aller sur les réseaux sociaux ou d'aller sur les écrans ? Parce que, alors il n'y a pas que les réseaux sociaux, les écrans, ça veut dire plein de choses. C'est les ordinateurs, c'est les tablettes à l'école, c'est les téléphones, c'est la télévision. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre comme nous à l'ancienne? Tu disais, nous, on faisait moins de bêtises, machin. On faisait moins de. On était moins intelligents. Tu l'as dit tout à l'heure. Je pense, on était moins éveillés, pas éveillés, mais on savait moins de choses, quoi. Est-ce que tu penses j'ai l'impression qu'ils aujourd'hui nos enfants sont obligés d'aller sur les réseaux sociaux? Non, moi ma fille déjà elle va pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Snapchat, TikTok, Instagram, elle y va pas. Elle va par exemple, je vais lui mettre des vidéos YouTube par exemple, des dessins animés, des films sur l'iPad.
Ça oui, ça y a pas de souci. Maintenant les réseaux sociaux pour les enfants, après elle a 6 ans, c'est quoi que vous appelez un enfant ou pas un enfant? Moi à 6 ans je la vois pas aller sur Instagram et commencer à mettre des likes et des posts. Ouais, bah bravo, c'est bien. Mais c'est normal, mais elle sait pas le faire surtout. Oui, bah tant mieux. C'est quoi? C'est jusqu'à quel âge un enfant? Non, bah, un enfant, normalement, c'est jusqu'à 11 ans. L'adolescence, elle commence à peu près là. Bon, après, c'est un adolescent. Mais TikTok, par exemple, dit qu'en Grande-Bretagne, il y a 17% des enfants de 3 à 5 ans qui sont sur TikTok. 17%. Ils font des vidéos TikTok. Bah, ils sont sur TikTok. Eh ouais, mais je comprends. Moi, ma fille, elle peut pas le faire sur TikTok. Du coup, fais-toi ton profil, mets des photos, elle sait pas. Bah oui, bah, il y en a qui arrivent. Et puis, il y a des parents qui protègent pas les enfants. Vous protégez votre fille, peut-être. Mais il y en a qui savent pas qu'il faut les protéger. D'accord. Ben oui, mais par exemple, YouTube, tout ça aussi, c'est pareil. C'est des vidéos. Alors, YouTube, le problème, si vous voulez, c'est que c'est sans fin. C'est ça le problème du numérique. C'est que c'est sans fin. Ça scrolle. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous puissiez appuyer sur le petit bouton là, en haut à droite pour dire, voilà, ça s'arrête. C'est possible de le faire, ça? Oui, c'est possible de le faire. Il faudrait le faire. Mais c'est pas systématique. Si vous voulez, YouTube, il n'est pas conçu pour que on regarde une demi-heure de vidéo, puis après, ça s'arrête. C'est pas conçu pour ça. C'est ça le problème du numérique, c'est que ça ne s'arrête jamais. Entre réseaux sociaux, plateformes de streaming, notifications permanentes, etc., est-ce que nous ne sommes pas face à une addiction organisée par les modèles économiques du numérique? Ah moi, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Alors, c'est discuté, on dit que l'OMS ne le reconnaît pas, mais il y a plein de gens, et à l'international en particulier, tout le monde maintenant parle d'addiction, et on sait très bien qu'effectivement les algorithmes des plateformes et des applications sont conçus pour vous capter le plus longtemps possible, pour capter vos données et vous vendre de la publicité. Alors Kevin, toi, sur la route, regarde, quand on est arrivé, parce que moi je le dis, je balance Kevin, merci Winnie, quand on est arrivé à la radio, dans la voiture, tu nous as ouvert un live TikTok. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu es devenu addict aux écrans? Est-ce que tu es addict aux réseaux, aux plateformes? Est-ce que ça t'est déjà arrivé pendant une semaine de couper même tout... 3, quand je suis allé faire les... Ouais, quand je suis obligé. Pour les tournages. Ouais. Mais hors tournage, est-ce que ça t'arrive juste pour te reposer? Non, parce qu'après nous c'est différent. Comme tu dis, nous on travaille avec les réseaux. C'est que nous c'est quand même devenu un travail, les réseaux. Je pense que maintenant n'importe qui, les réseaux c'est devenu un travail. T'es restaurateur, t'as besoin des réseaux pour travailler. T'as tout ce que tu veux. En fait, les réseaux c'est devenu tellement important dans la vie de tous les jours parce que tout le monde les regarde. Et tu sais que si t'as besoin d'être informé, tu regardes les réseaux sociaux. Non, pas forcément. Oui. Pas forcément. Oui, pas informé, pas... Oui, quand même, les informations, c'est sur les réseaux sociaux. Par exemple, demain, tu as une guerre, tu as quelque chose, tu vas voir ça sur les réseaux, après tu t'informes sur des médias peut-être plus expérimentés, mais tu en entends parler là-dessus en priorité. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a tout. Moi, c'est vrai que j'y suis énormément. Je pense que si on regarde mon temps d'écran, on parle aux oiseaux. Oui, mais moi, je pense qu'on est tous accros. Oui, tout le monde est accro, même vous, non? Ah, bien sûr. Là, vous avez votre téléphone? Oui, j'ai mon smartphone quelque part là, et bien sûr, et je vais regarder dès que je vais sortir d'ici. Le truc, c'est que bien sûr, c'est qu'on est tous accros. Donc, il ne faut pas se culpabiliser ou se responsabiliser les uns les autres. C'est une histoire de société et une histoire aussi politique, bien sûr. Vous avez des réseaux sociaux, vous? Non. Pas du tout? J'ai WhatsApp. Tweet. J'adore. C'est pas un réseau social? Non, mais j'ai pas du tout de réseaux sociaux. Non, et vous n'en voulez pas? Ah non, j'en veux pas. Vous voulez quand je vous ouvre un Snapchat? Pardon? Vous voulez que je vous ouvre un Snapchat ce soir? Non, faites des vidéos comme ça. Julie? Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi, lorsqu'un enfant crie, pleure, etc., on est obligé de le mettre face à une tablette, un téléphone, un dessin animé pour qu'il se calme? On n'est pas du tout obligé de faire ça. Ah moi, j'ai mon neveu de 2 ans. Il se met dans des états pas possibles et quand je le mets devant un écran, il arrête de pleurer immédiatement. Oui, bien sûr, mais on peut faire autrement. Bien sûr, ça va parce que ça capte son attention. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, à tous les humains, tous autant que nous sommes, en fait, il est programmé pour ça. C'est-à-dire que dès qu'on voit une lumière qui bouge ou dès qu'on voit un son, etc., quelque chose qui bouge, en fait, de toute façon, on peut pas faire autrement que de le regarder. Donc on le regarde, sauf que si vous mettez une vidéo, un truc comme ça, même un petit dessin animé pour les enfants, vous avez vu la rapidité avec laquelle ça défile. Et en fait, l'enfant, il essaye de comprendre en permanence ces images qui bougent à, à 0,2 secondes. Voilà, à chaque fois, il y en a une nouvelle. Et donc en fait, c'est de la vigilance. C'est pas du tout de l'attention. C'est pas de l'attention profonde. C'est pas de l'attention qui va servir à lire, à écrire, à faire des mathématiques. Pas du tout. C'est un truc qui vous capte et qui ne vous lâche plus.
Alors, le déploiement du numérique à l'école s'accélère aujourd'hui, on le voit tous les jours. Les tablettes en classe, est-ce qu'elles favorisent réellement l'apprentissage ou est-ce qu'elles augmentent la dépendance, justement? Parce que dans toutes les écoles, maintenant, on a l'impression qu'il faut donner des tablettes aux élèves pour qu'ils étudient. On en a parlé d'ailleurs la dernière fois avec l'ancienne ministre Anne Genté de l'Éducation nationale. Donc, est-ce que, quelque part, c'est pas... Je crois que c'était avec Prisca Thévenot. Est-ce que c'est pas justement en fait on lutte contre l'utilisation des écrans, on entend beaucoup de discours au gouvernement disant qu'il faut ralentir, que c'est pas bon pour les enfants, pour les jeunes, etc. Et finalement à l'école on leur donne des tablettes. Donc est-ce que c'est pas un peu contradictoire les discours de nos politiques par rapport à ce qui se passe sur le terrain? Marie-Claude Boissière, vous nous répondez juste après cette petite pause sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h29. Nous sommes en direct, on vit pas dans la même France. Ce soir, on reçoit Kevin Gage, notre Salut. star internationale de la télé-réalité. Il a tourné avec les Kardashians. Non, je rigole. C'était presque. J'ai refusé. Quel mytho. Ils ont pris Timothée Chalamet à ma place. Ouais, c'est ça, ouais. Kevin Gage, créateur de contenu, candidat historique des Marseillais, Un voilà, de la dinosaure. grande famille, Julien Tanti, Paga. Comment il va notre Paga national? Eh ben écoute, il va super bien. C'est vrai? Et, je sais qu'il a acheté un hélicoptère orange, il va super bien. Un hélicoptère orange? Ouais, il s'est fait un kiff. Qu'est-ce Pour que les tu enfants, racontes comme ça, il le fait tourner dans la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Je te jure. Ah, un petit hélicoptère orange dans la Oui, maison. comme ça, pour tourner comme ça. Ah, ça va, tu m'as fait peur. On l'adore, Paga, on l'embrasse très fort. Cette équipe des Marseillais, c'était quand même quelque chose. On peut dire ce qu'on veut, mais c'était. Est-ce que tu penses qu'un jour il y a une chance que la famille des Marseillais, mais l'historique, la famille historique des Marseillais, renaisse un peu de ses cendres et se reconstitue? Alors, ça me paraît compliqué par rapport à la vie de tout le monde. Après, je pense qu'ils auraient pu faire un petit truc sympa, de 10 jours, tous en vacances. Maintenant, est-ce que ça aurait été comme avant? Je pense que voilà, c'est plus à faire. Par exemple, tu mets ça à la télé sur un prime, un soir, tu exploses, tous les soirs. Au bout d'un moment, je sais pas trop ce qu'on va raconter. Tu vois ce que je veux te Toi, dire? tu penses en prime, ça aurait pu marcher? Oui, tu fais un prime, les Marseillais, le retour, on part une semaine, ils font un petit truc, un peu tous ensemble. C'est sûr que ça explose par contre. Avec qui tu repartirais? Avec tout le monde. Avec qui tu Même avec un repartirais canard, pas? je repars. Avec qui? Est-ce qu'il y en a un avec qui tu repartirais pas? Un avec qui je repartirais pas? Thibaut, non, Thibaut, je c'est son repars avec ami. lui. Thibaut, je pars avec lui la semaine prochaine. Non, je rigole. Non, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Je te dis la vérité, tout le monde. Après, j'ai pas trop de disputes, moi, j'ai pas trop de. Bébé, Greg. Ah, bébé, je pars avec lui. Je me le coltine toute la semaine à la maison. Bébé, on l'aime, notre Greg bébé en national. premier. Je posais cette question avant cette petite pause sur Sud Radio. Le déploiement du numérique à l'école s'accélère. Est-ce que les tablettes en classe favorisent réellement l'apprentissage ou est-ce qu'elles augmentent la dépendance? Marie-Claude Boissière, on entend beaucoup de discours à l'Assemblée nationale de la part de nos politiques sur le fait justement de devoir ralentir l'utilisation des écrans pour nos jeunes et puis finalement à l'école on leur fout des tablettes. Donc est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez que cette stratégie vous avez raison, c'est assez paradoxal. Mais en même temps, c'est aussi, il faut replacer tout ça dans un contexte historique. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique s'est répandu, c'était absolument magique. Ça donne quand même beaucoup d'informations, ça distrait, ça donne beaucoup d'accès à la connaissance. Mais en même temps, maintenant, on se rend compte des effets toxiques. Donc, il faut revenir un peu en arrière. Effectivement, il y a aussi beaucoup d'argent en jeu. Toutes ces tablettes qui ont alimenté tous les lycées, puis les collèges, puis l'école primaire, puis maintenant on vise les maternelles quand même. Donc, tout ça, ça a généré énormément de revenus. Et bon, voilà, ça, c'est des questions économiques et politiques. C'est autre chose. Est-ce que Kevin Ruby a la tablette à l'école? Non. Il n'y a pas de tablette Elle est dans au son CP. école? Oui, mais on a des jeunes classes qui ont les tablettes. ça existe. Au CP? Bien sûr. Ah oui. C'est quoi l'école? Les écoles. Je l'inscris, moi. Les écoles. Non, elle n'a pas de Toi, tu tablette. préfères une école avec les tablettes ou sans les tablettes? Je te dis la vérité, je sais pas, parce que quoi qu'il arrive, on est dans un monde où il y a tout qui se fait avec les tablettes, les ordinateurs, les téléphones, tout ça maintenant, c'est vrai. Si tu sais pas te servir de ça, tu sais plus rien faire. Moi, je vois par exemple mon père, mes tantes, mes oncles, quand je vais chez eux, ils me disent attends, qu'est-ce que tu fais avec ça et tout, fais-moi ci, fais-moi ça. Oui, avant, mais ils jouaient avec des petits canards, maintenant ils jouent avec des iPhones.
C'est pas la même chose de savoir se servir de ça et d'apprendre avec ça. Hein. Et bon, il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent les effets positifs de cette affaire. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que les jeunes, même les lycéens, etc., en fait, ils manipulent très bien, ils savent se brancher sur les réseaux sociaux et patati et patata, mais ils savent pas faire un copier-coller, par exemple. Mais ils savent pas taper un texte en Word. La question, c'est qu'il y a quoi qui était mieux avant que maintenant, parce que il y a quoi qui est mieux maintenant qu'avant, parce que j'ai l'impression que sur tous les sujets maintenant qu'on discute, ça c'était mieux avant, ça c'était mieux avant. C'est facile de dire ça quand on n'a pas quand on sait pas quoi faire. Quand on sait pas quoi faire. En fait, le problème, c'est qu'il y a tout le monde qui dit oui, ça c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Mais parce que c'est plus facile de dire c'était mieux avant que de trouver des solutions pour arranger les choses. Je pense que la solution. Politique, tu vois, c'est pareil. Oui, mais moi je suis pas quelqu'un qui dit c'était mieux avant. Je dis simplement il faut faire attention. Et je dis non, ne déformez pas ce que je suis en train de dire. Il faut que les enfants puissent faire aussi d'autres expériences. Il faut qu'ils puissent avoir accès à leurs parents. Il faut qu'ils puissent sortir à l'extérieur, jouer avec des cochonneries, avec des trucs comme ça. Ils n'ont pas besoin de. Ça leur apprend rien. Ça leur apprend avant 3 ans, c'est une catastrophe. Moi, je l'ai vu. Avant 3 ans, oui, je suis d'accord. Moi, je l'ai vu. C'est une catastrophe. De 3 ans à 6 ans, ça leur apprend pas grand-chose. Hein, pas grand-chose. Après, ils peuvent avoir accès à des choses, et surtout si c'est partagé avec des parents. Hein, regarder une petite vidéo, un petit dessin animé avec ses parents qui commentent, qui décrit les émotions, etc. Ou parler à son grand-père, à sa grand-mère à l'autre bout du monde. Parfait. Mais il faut faire attention parce que c'est un piège. C'est un piège. Comme vous dites, on a... Hein, zéro. Il faut pas du tout. Il faut pas qu'ils regardent entre 0 et 3. Entre 0 et 3, rien. Et après, parce que moi, par exemple, j'ai ma fille, elle va regarder le téléphone ou l'ordinateur ou quoi. Je vais lui mettre, allez, peut-être le matin, quand elle prend le petit-déj, elle a fini, par exemple, quand je l'ai le week-end. Moi, je l'ai tous les week-ends, ma fille, par exemple. Elle a quel âge, Ruby, aujourd'hui ? Elle a 6 ans et demi. Voilà. Et oui, du coup, c'est ce que je dis. Je vais lui laisser 1 heure le matin, 1 heure dans l'après-midi. Et peut-être 30 minutes le soir. C'est beaucoup, ça fait quand même 2h30 par jour, je suis d'accord. Voilà. Mais est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup ? Ça dépend de ce que vous lui proposez par ailleurs. Hein. Moi, ce que je dis, c'est entre 0 et 3 ans, pas d'écran du tout, le moins possible. Alors, évidemment, un petit appel vidéo, 5 minutes de dessin animé, c'est pas une catastrophe. Qu'est-ce qui est catastrophique pour les bébés, hein, parce que c'est un bébé. Vous dites, entre 0 et 3 ans, c'est catastrophique. Oui. Qu'est-ce qui peut arriver ? En fait, comment c'est catastrophique ? C'est catastrophique parce que, d'une part, ça les prive de tout ce qui est les expériences dans le monde, et on construit son psychisme, le langage et la relation à l'autre avec des expériences. Par exemple, les enfants à l'école en maternelle, quand ils arrivent à l'âge de 3 ans, ont beaucoup de problèmes de langage, ils ont des problèmes de relation, ils savent pas monter les escaliers, ils sont pas propres, ils savent pas tenir un crayon, et ils n'ont plus d'empathie. Ils montrent plus d'empathie les uns avec les autres. Tout ça, c'est des problèmes. Et ça, toutes ces choses, ça s'apprend avant, et ça s'apprend dans la relation et dans le monde. Moi, j'ai vu des enfants qui avaient des troubles qu'on a décrits avec des collègues sous le terme de EP, exposition précoce et excessive aux écrans. Ça ressemble à des enfants autistes. Bon, c'est grave ça quand même. Hein, mais il y avait des autistes avant les écrans aussi. Oui, mais alors l'autisme, moi c'est ma spécialité. Les enfants, comme vous m'avez décrit, j'en ai pas vu qui savent pas monter les escaliers. Moi, au CP, ma fille elle est rentrée, ils montent tous les escaliers. Mais allez en maternelle et discutez avec les enseignants de maternelle et vous verrez leur constat. Et avant, il y avait pas ça. Ils disent tous non. Avant, il y avait pas ça. Avant, ils savaient tous marcher. Bien sûr. Mais moi, par exemple, ma fille où elle est allée, mes petits cousins, on est beaucoup dans la famille, on est vraiment beaucoup. Hein. Oui. De partout, j'ai toujours vu des gens qui marchaient bien. Les petits, ils marchent bien, et ils n'ont pas de problème comme ça, quoi. Allez rencontrer des enseignants de maternelle, allez discuter avec eux, allez rencontrer des puéricultrices, allez rencontrer des sages-femmes dans les maternités qui disent que effectivement les smartphones, ils sont dans les berceaux des bébés dès la naissance et que les mères, elles allaitent avec le smartphone. Allez discuter, ça a des effets. Moi, c'est ma spécialité. Hein, effectivement, comment se construit le langage, comment se construit la relation à l'autre, comment se construit la relation au monde dans sa petite enfance, parce que c'est là que ça se construit, c'est pas plus tard, c'est là. Et ça fait des dégâts considérables. Quoi comme dégâts ? Est-ce que vous avez écouté là ce dont je viens de parler ? Parce que moi j'en ai jamais vu par exemple comme ça, parce que je connais beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup d'enfants autour de moi. Écoutez ce que j'étais en train de dire. Ils marchent tous bien. Hein. Je parlais des troubles du langage, ou des fois des enfants qui n'ont pas de langage du tout, ou alors qui disent comme ça, quand ils passent beaucoup d'heures devant les écrans, qui parlent en anglais, alors ils parlent pas, hein, c'est comme des perroquets. Ils disent toutes les couleurs en anglais, ils disent tous les chiffres en anglais, mais ils savent pas ce que c'est que le jaune, et ils savent pas ce que c'est que le 2 par exemple, hein, alors qu'ils savent très bien faire défiler toutes ces comptines. C'est des enfants qui ont beaucoup de mal à concevoir
les 3 dimensions dans l'espace. Parce qu'effectivement, quand on est tout le temps devant un écran en 2 dimensions, eh ben on se structure comme ça. On se structure pas dans l'espace. Une pomme qui tombe sur un écran, c'est pas une pomme, c'est pas comme une pomme dans la réalité qui tombe par terre et qu'on va aller chercher et qui permet de construire son premier accès à la géométrie. C'est quoi que vous appelez beaucoup sur les écrans? Ça que j'arrive pas à comprendre. C'est quoi beaucoup? Entre 0 et 3 ans, 30 minutes, c'est beaucoup. Ok, 0-3 ans, on oublie. D'accord. Entre 3 et 6 ans, ce qu'on dit, c'est une demi-heure, voilà, mais accompagné, si possible. Ouais. Et après, c'est difficile de donner des chiffres parce que après c'est très compliqué. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a aussi des choses qui permettent à tous ces effets toxiques de ne pas être trop importants. Par exemple, la lecture accompagnée à un enfant, ça permet de réduire les effets négatifs. Pour vous, du coup, un enfant qui utilise, par exemple, alors Kevin nous expliquait que Ruby, elle prenait l'iPad, les écrans pendant 2 heures, 3 heures par jour, étalés sur la journée. 2 heures voilà. Facile. Et vous dites qu'au-delà de 30 minutes, ça peut faire un enfant problématique. Enfin, qu'il y a des problèmes. Je dis que ça le prive de beaucoup de choses. Et qu'il faut voir. Alors, si effectivement, par ailleurs, vous l'emmenez dehors, vous lui faites faire un peu de sport, il va faire un peu de, de cuisine avec ses grands-parents, etc. S'il a des expériences et qu'on lui répond, c'est-à-dire quand les parents sont pas non plus en permanence devant les écrans et qui sont attentifs aux demandes et dans une synchronisation avec les demandes. Oui, passer une demi-heure, c'est pas très grave. Et est-ce que vous pensez pas que c'est un peu aussi tomber dans la paranoïa que de dire aux enfants, voilà, c'est trop, peut-être 30 minutes, au-dessus de 30 minutes, tu vas avoir des problèmes, tu peux finir autiste, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Non, j'ai pas dit qu'on allait finir autiste. Et on va pas dire ça à un enfant. Vous avez parlé d'une forme d'autisme. Oui, bien sûr, parce que moi je les ai vus. Oui, voilà, donc ce que je dis n'est pas faux. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, mais parce que si c'est ça, il faut alerter les gens. C'est grave. Je veux dire. Donc c'est ce qu'on fait. Donc du coup, est-ce que vous pensez pas aussi qu'on peut se dire que peut-être les enfants évoluent aussi avec le temps? Parce qu'un enfant aujourd'hui, et ce que disait Kevin tout à l'heure à juste titre, c'est que quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans, qui ne sait pas servir d'un ordinateur, qui ne sait pas. En fait, je dirais pas. Non, c'est sa manière de parler. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas comme ça que j'aurais dit. Non, mais enfin, je veux dire, quelqu'un dans notre société qui ne sait pas utiliser les écrans, les ordinateurs, etc. à 20-25 ans aujourd'hui, c'est quand même un problème. C'est quelqu'un qui aura du mal à se développer dans notre société. Est-ce que ça aussi, on peut le dire? Alors, on peut dire ça, mais on peut dire l'inverse aussi. Le président de la République, quand il parle sur Twitter. Oui, mais moi, ça m'est égal ce que dit Macron et ce que fait Macron, ça ne m'intéresse pas. Tous les politiciens, ils parlent tous sur Twitter. Mais par contre, par exemple, dans les collèges et dans les lycées qui ont réussi à interdire les smartphones dans l'enceinte de l'établissement, les proviseurs et les professeurs disent à quel point ça a changé radicalement l'ambiance. C'est-à-dire que les jeunes se parlent, les jeunes ont une concentration qui est bien supérieure et il n'y a plus de conflit. Ça, c'est vrai. C'est vrai que quand il y a moins de téléphones, c'est bien. Mais après, c'est vrai que si on ne sait pas servir des téléphones, c'est très compliqué dans le monde dans lequel on vit. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais on a le temps d'apprendre ça. Enfin, c'est pas elle n'est pas d'accord avec toi. Elle veut pas. Non. C'est pas je vous en veux pas, moi je vous aime bien quand même. Oui, mais moi aussi. Mais c'est pas ça la question. C'est-à-dire qu'on a le temps, on n'a pas besoin de commander son billet de train à l'âge de 15 ans. Non? Non. C'est vital, ça? Non, le billet de train, non. Ah bon? Non, le billet de train, je suis d'accord. Moi, je le commande pas non plus. Je demande à Magali, c'est elle qui le prend. Voilà. Tu te calmes, non, pas du tout. Pas du tout. Pas plus d'argent. Bon, c'est pas grave. C'était la petite blague de la journée. Alors, oui, très bien. Alors, le passage au tout numérique dans les devoirs et les supports pédagogiques ne creuse-t-il pas aussi les inégalités entre les élèves? Parce qu'il y a des écoles qui utilisent les iPads, le numérique, d'autres qui, du coup, ne les utilisent pas. Est-ce qu'on ne crée pas des inégalités, justement, à cause de ces tablettes dans les écoles? Alors c'est la fameuse fracture numérique, mais la fracture numérique, elle est dans ce sens-là, mais on se rend compte qu'en fait elle est dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est les enfants qui passent beaucoup trop de temps sur le numérique qui finalement sont les moins pourvus. Je peux vous poser une question parce que vraiment ça me titille, ça me turlupine. Maintenant il existe un truc qui s'appelle Pronote. Oui. Ça veut dire qu'il y a tout qui se fait sur Internet maintenant. Bien sûr.
Si on n'a pas les écrans, on fait comment? Parce qu'ils sont trop beaux, ils te parlent d'amnistie, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais maintenant il y a tout qui se passe sur Pronote. Vous avez discuté avec les parents justement qui s'arrachent les cheveux? Moi je suis parent par exemple. Ouais, mais elle est pas adolescente encore. Non mais oui, moi je comprends rien. En plus Pronote, il me parle de Pronote, je lui dis écris-moi je préfère que tu m'écrives sur le cahier. Ouais. Mais comment donc du coup on nous dit que c'est mieux de faire de pas les écrans, c'est pas bien et tout ça, et on met tout maintenant sur Pronote par exemple sur les écoles. Je suis d'accord avec vous, donc en fait c'est incohérent total. Absolument, c'est Pourquoi paradoxal. vous présentez pas aux élections? Hein? Je suis pas très politique, vous savez. Non, mais c'est vrai. dans il un a ministère raison. Moi, Pronote, par exemple, tu vois, j'arrive pas. Moi, je suis de l'ancienne école. Hein. Moi, j'avais un cahier de correspondance. La maîtresse, elle mettait le mot à ma grand-mère. Je le cachais. Je signais à sa place. Enfin, tu vois, on grugeait comme ça. Oui. Moi, le Pronote, je n'arrive pas du tout. Et j'ai honte. Mais moi, j'ai pas compris. Mais moi non plus. À l'école, ils nous disent vous avez Pronote. Vous avez vu le message sur Pronote? Je dis écoutez, oui, je l'ai vu. Bien sûr, oui, je vais vous répondre. Et en fait, j'ai rien vu du tout parce que je ne sais même pas comment m'en servir. Est-ce que je suis la seule comme ça ou est-ce non, mais moi je comprends. Moi j'ai mes petits cousins, ils sont au lycée, au collège. Ils me parlent de Pronote. Mais moi, il y avait le carnet de correspondance. Si tu te demandes ton carnet, je regarde ce qu'elle t'a dit la maîtresse. Là, il faut se connecter et tout. Et moi, vu que j'aime pas trop les écrans, me connecter toute la journée, ça m'embête. Ça m'embête fortement. Non, mais vraiment, comment on fait? Ah oui, mais les parents s'arrachent les cheveux. Ministère de l'Éducation, vous? Pardon? Ministère de l'Éducation direct. Ils s'arrachent les cheveux, c'est très compliqué. Donc il y a eu quelques mesures où on dit bon, pas Pronote le soir après 20h et pas le week-end. Bon, mais c'était pas forcément appliqué. Et oui, mais les parents d'enfants adolescents, alors ils se regroupent en collectif pour essayer de résister, parce que on leur dit les choses que vous dites là. Ah oui, mais vous n'êtes pas moderne. Ah bah oui, mais il faut que les enfants quand même. Ah bah oui, mais quand même le numérique. Voilà, le numérique, tout au numérique. Alors, l'usage massif des smartphones par les enfants eux-mêmes, est-ce que, par les parents, pardon, excusez-moi, modifie-t-il la relation parent-enfant? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les parents soient constamment sur leur téléphone, ça modifie les relations parents-enfants? On attend votre réponse. Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre et membre du collectif Surexposition Écran, juste après cette petite pause sur Sud Radio et avec Kevin Gage. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h45. Nous sommes en direct pour un sujet, j'irai complètement à la page. La société nous rend-elle accro aux écrans? Mais c'est vrai parce que regarde, on va parler de Sud Radio. Comme toutes les radios. Avant, la radio, on l'écoutait dans la voiture, on l'écoutait sous la douche, enfin on écoutait la radio quoi, dans les magasins, la voiture sous etc. La douche, là non, mais t'as compris. Aujourd'hui, Sud Radio, ils ont 1 200 000 abonnés sur YouTube pour aller voir les vidéos en replay. C'est une radio aujourd'hui qui n'existe pas sur le digital. C'est pas une radio qui marche quoi. Enfin, je veux dire, qui marche. Non, mais t'as compris ce que je veux dire. Elle perd des auditeurs. Je veux dire, là, en fait. Aujourd'hui, toutes les radios, toutes sont sur le digital. Toutes, elles sont sur le digital. Elles montent des vidéos sur YouTube. Regarde, là, j'ai des caméras en face de moi, alors que on est à la radio. Là. Mais bien sûr, regarde. Coucou papa. Il est fou, ce mec. Il est complètement ouf. Mais c'est vrai, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui était sans écran à l'époque devient aussi obligatoirement avec écran. Oui. La radio, c'était vraiment le truc sans écran. C'est t'entendais des voix. Tu savais même pas à quoi ressemblaient les animateurs. Tu vois, alors que maintenant. On te voit. C'est pour ça que tu es maquillée. Bah oui, un petit peu. Tu aurais dû me dire, je me serais fait. Non, tu es beau gosse, tu es beau gosse. Il est beau gosse, Marie-Claude Bossière, Kevin Gage. On n'a pas vraiment le même âge, donc je me permettrai pas de dire quoi que ce soit. Est-ce que ça s'appellerait pas un vent? Bah non. Julie, qu'est-ce qui t'arrive? Julie, comment ça réagit sur les réseaux sociaux? Eh ben écoute, justement, on a une question de Nathalie pour vous. On aimerait savoir jusqu'à quel âge il faudrait interdire du coup les écrans pour les jeunes. 20 ans. Ah bah, il n'est pas question d'interdire les écrans pour les jeunes. Là, on parle des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, effectivement, les rapports parlementaires, les rapports montrent que c'est effectivement très toxique. Donc on parle des réseaux sociaux, mais on ne parle pas des écrans. Alors on dit par exemple, une des recommandations que nous on soutient, c'est pas de smartphone avant 15 ans. C'est-à-dire qu'avant 15 ans, on n'est pas obligé d'avoir un smartphone en permanence et d'être connecté à Internet qui vous fait arriver sur votre écran de la pornographie, des contenus violents, etc. C'est pas utile, pas nécessaire.
Et on se disait justement l'usage massif des smartphones par les parents. On voit les parents toujours accrochés à leur téléphone. Moi, la première, je pense Kevin le premier aussi. Non, pendant la pub, il y avait que moi et MC et Marie-Claude qu'on n'avait pas les téléphones. Hein. Pas vrai, Marie-Claude? C'est vrai. Les deux, par contre, elles ne sont pas arrêtées. Hein, c'est normal. Julie, elle travaille, elle devait regarder un petit peu les réactions des réseaux sociaux. Rien. Et moi, j'ai une actualité assez prenante aujourd'hui, donc autant te dire que j'ai beaucoup de messages à traiter. Alors, l'usage massif, non mais on est constamment abonnés sur nos téléphones. Tous les parents sont sur les téléphones quasiment. Est-ce qu'aujourd'hui, ça modifie la relation parent-enfant? Marie-Claude Bossière. Oui, bien sûr, ils font ça de façon fondamentale. Bon, alors sur le plan scientifique, on parle de technoférence, par exemple. Hein, c'est l'interférence par la technologie dans la relation. Voilà, on a perdu Kevin Gage. Hein? On a perdu Kevin Gage. Moi, je connais la technologie. Technoférence. Donc, il y a plein d'articles là-dessus. Et moi, j'ai écrit mon livre justement en rapport avec cette question, puisque toutes les théories du développement psychologique qui se sont développées après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, montrent l'importance de la relation pour le développement. C'est fondamental. Un petit enfant n'a besoin de rien d'autre que de la relation avec un parent qui est attentif. Donc, bien sûr, la technoférence, c'est-à-dire que le fait que le parent soit plus attentionné à son smartphone, aux dernières notifications, aux dernières nouvelles, etc. Bah oui, c'est pas très bon pour les enfants. Et il y a des enfants d'ailleurs qui en Allemagne avaient fait, mais ça date un peu, une manifestation pour réclamer l'attention de leurs parents au bac à sable. Ah bon? Tu penses C'est vrai? Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comment ça? Papa, arrête l'écran. Non, c'est pas vrai. Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous avez on peut le voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ça. Oui, sûrement, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais parce que ça a du bon. Ça a du bon, bien sûr, YouTube, etc. et ces informations, mais bien sûr. Oui, du coup. Et toi, tu penses que ça modifie les relations parents-enfants, Kevin? Alors, il faut pas trop l'avoir, moi je suis d'accord. Par exemple, quand on est à table, c'est bien de ne pas avoir le téléphone. Ah ben très bien. Quand il y a les enfants. Bravo. Quand on est à table, on prend pas le téléphone. Ça fait partie d'un des 4 pas que nous soutenons. Quand pas d'écran pendant les repas. Avant d'aller se coucher, c'est bon de ne pas l'avoir non plus. Voilà, très bien, vous êtes sur la bonne voie. Après, les réseaux sociaux, pour les enfants, moi il a 6 ans, je vais pas lui donner, c'est normal. Après, à 10 ans, quand elle va avoir son téléphone... YouTube est un réseau social, pour rappel. YouTube est un réseau social. Oui. C'est super, les réseaux sociaux pour les enfants. Je savais pas. Non, mais voilà, pour moi, c'est pas la même chose. Mais, du coup, je suis totalement d'accord avec vous, du coup. Donc du coup, tu es d'accord? d'accord? Pas d'écran. Alors, c'est pas d'écran le matin avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école, c'est important. Voilà, pas d'écran pendant les repas. Et le soir. Et pas dans la chambre à coucher. Ah oui, dans la chambre à coucher, je lui donne quand même un peu. Mais pas avant de se coucher. Pas avant de se coucher. Parce que, parce que vu qu'elle fait les poésies maintenant, elle fait les poésies, du coup, si elle fait l'écran, elle va plus se rappeler de la poésie. Et du coup, c'est moi qui dois me taper et lui faire refaire la poésie. Ça, c'est une galère. Donc là, je suis d'accord avec vous, mais pas tout le temps. Le problème, c'est que de temps en temps, moi, je trouve que c'est bien. Moi, je les trouve beaucoup plus éveillés, les enfants de maintenant, qu'avant. Moi, je sais que ma fille, elle est beaucoup plus intelligente que moi à son âge. Je suis sûr. Moi, elle n'est pas connue à son âge, c'est pour ça. Pauvre Ruby. Quoi? Non, mais on a tous... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu générationnel. Moi, ma grand-mère, elle me disait pareil. Elle me disait, vous, votre génération, vous êtes plus développés que nous. Nous, on dit à nos enfants, vous êtes plus développés que nous. Est-ce que finalement, c'est pas un peu toujours la même chose? Parce je pense qu'à partir de 13-14 ans, ils sont plus bêtes, par contre, maintenant que nous avant. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? À cause des écrans. Putain, Marie-Claude. Non, je pense que vous avez raison. Il y a aussi un effet générationnel. Je parlais des théories du développement. C'est vrai qu'on fait beaucoup plus attention maintenant au développement des enfants, à ce qu'ils soient bien, à ce qu'on les laisse s'éveiller, s'exprimer, etc. Beaucoup plus qu'avant. Avant, on lui disait, on parle pas à table, par exemple. Maintenant, il n'est pas question de dire ça à un enfant. Donc, il y a des choses qui ont beaucoup évolué et qui expliquent que les enfants... Avant, mon père, il mettait des torgnoles. Voilà. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est interdit. Donc, bien sûr, les choses... C'est un délire, ça. Bon, après, moi, ma fille, je fais pas ça, mais moi, mon père, je me rappelle, il me donnait dans le bras. Bah oui, c'était pas un délit. Oui, là, c'est un délit, ouais. C'est un délit. Ah oui. Bah, tout à l'heure, tu as pris un coup de pied. Non, quoi? Tu as pris ta fille à coup de pied tout à l'heure. Moi? Mais ça va pas, non. Laisse-moi tranquille, moi, mes filles. Moi, je les couvre que de bisous, mes filles. Mais oui, non, mais c'est vrai que c'est fou. C'est vrai, en fait, ça évolue. Et on sait pas où on va aller, hein, Marie-Claude. Bah moi je suis très inquiète parce que moi si vous voulez tout ce qui se passe là actuellement dans le monde il part en live le monde. Voilà, mais le fait que les gens ne se mobilisent plus, par exemple, les gens... parce qu'il y a toute la dimension écologique aussi, par exemple, derrière le numérique.
faudrait peut-être en parler de temps en temps, l'écologie. que c'est une catastrophe. Les data centers, l'intelligence artificielle et patati Trump, patata, il a dit que c'était pas ça grave. se développe pas comme ça. Les métaux rares, ils viennent pas comme ça, ils tombent pas du ciel. D'où ils viennent? Donc des mines avec le sort qu'on fait aux enfants et le sort qu'on fait aux femmes dans un certain nombre de régions C'est du pour ça monde. qu'ils font la guerre en Ukraine. C'est pour les minerais. Ouais, et tout ça, c'est une dimension qui est quand même assez importante, dont il faut aussi pouvoir tenir compte. Est-ce que vous pensez qu'il faut encadrer légalement le temps d'écran des mineurs comme certains pays ? Le temps d'écran, je suis pas sûre. Je pense que c'est intéressant et important de réguler et d'interdire et qu'il y ait une loi. Après, il faut l'aménager, cette loi. Il faut voir effectivement ce qui est faisable aussi d'un point de vue juridique, de respecter la liberté, d'éviter la reconnaissance faciale, etc. Et ça, l'Europe y travaille. Avec le DSA, l'Europe y travaille. Donc, mais limiter à un temps donné, moi je suis pas pour. Enfin, je pense que ça se discute. Les situations sont différentes, peut-être aussi en fonction des familles. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience de la toxicité des choses. Et je pense que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en fait, l'opinion devient la vérité. Enfin, plus personne n'argumente. Il y a une destruction du savoir, sur ça, par contre. une destruction du savoir, une destruction de la science, par exemple. C'est-à-dire, on fait plus confiance aux scientifiques. C'est le dernier qui a parlé sur les réseaux sociaux qui a raison. C'est une catastrophe pour le monde. Et on voit ce qui se passe actuellement. Et je pense que c'est une des conséquences. Kevin, si on t'obligeait à rester, on te disait voilà, Ruby n'a pas le droit d'être plus de 30 minutes par jour sur les écrans, c'est illégal. Est-ce que tu appliquerais la loi Non. Alors non. Maintenant, non. Après moi, le seul truc pour les réseaux sociaux, par exemple, qu'elle soit elle sur les réseaux sociaux, c'est vrai que au départ, tu te dis c'est mignon. En grandissant, moi, ce qui me fait peur, c'est même pas les écrans et tout, c'est tous les pédophiles. Mais en vrai, ça n'a rien à voir. C'est vraiment que ça qui me fait peur. Mais oui, bien sûr. Mais vous savez, avec l'intelligence artificielle, vous postez une petite vidéo de votre fille et puis elle est transformée en actrice porno quand même. Ouais, je sais. Par contre, tu vois, là, elle m'a hérissé le poil. Mais elle a raison. C'est vrai que ça, c'est que ça qui me dégoûte. Oui. Ouais. Il faut savoir ça. Et donc il faut que les gens soient informés. Enfin, plus. Bien sûr, il y a la question de l'interdiction, mais je pense qu'il faut que les gens soient informés des effets et des risques. C'est ça. Après, chacun décide. C'est que c'est que vous ça, décidez de faire comme si, mais moi je ferai pas comme ça, etc. Après, chacun a la liberté. Mais soyons informés. Alors, on part tout de suite sur nos questions Flash and Cash. Les questions Flash et Cash. Alors, les questions Flash and Cash, c'est le moment préféré de nos auditeurs. C'est questions courtes, réponses courtes, directes, efficaces et surtout sans filtre, Kevin Gage. Ah, vas-y, toi, c'est tout moi, ça. Alors, Marie-Claude Bossière, un voyageur sanctionné de 200 € pour une vidéo trop forte dans le train. Faut-il vraiment sanctionner aussi sévèrement le bruit dans les transports ou est-ce que c'est excessif ? La sanction me semble excessive, mais en même temps, c'est vrai que si tout le monde fait ça, c'est une catastrophe quand même. Ça serait le bordel dans le train. Oui. Ça s'appelle le respect. Tu vas au Japon, ça n'existe pas. Oui, est-ce que toi, tu es d'accord, Kevin, C'est avec... l'éducation, c'est un problème d'éducation. Est-ce que tu es d'accord, toi, avec une amende de 200 €? Non, je pense qu'il faut juste lui dire, frérot, arrête de faire du bruit. Et ça, et s'il n'arrête pas, après, oui, une fois, deux fois, trois fois, oui. Ok. Kevin Gage, les agents SNCF et RATP. Ah, moi, je les adore, les agents SNCF, ils m'adorent. Bientôt équipés de tasers dans les transports. Oui. Plus de sécurité pour les usagers ou une dérive vers les transports sous tension? Non, moi, je pense que c'est bien. Il y en a un qui fait n'importe quoi, tu te fais voler un truc, quoi, il le tasse direct. Ah, toi, t'es radical comme ça, Mais bien sûr. Et les gens, ils ont plus peur de personne. Moi, direct. C'est comme les flics, direct. Il y a un problème, tu tases. Marseillais. Marie-Claude Boissière, vous êtes d'accord avec ça? Moi, ça n'a aucun rapport avec le numérique, donc je ne répondrai pas. D'accord. Vous voulez taser tout le monde? Non, elle veut taser ceux qui utilisent trop leur tablette. Marie-Claude Bossière, des marques comme Guess, Undies ou H&M remplacent les shootings par l'intelligence artificielle pour réduire les coûts. L'IA est-elle en train de supprimer des emplois dans la mode et la création et créer des complexes? Ah oui, bien sûr. Kevin? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, vous êtes tout à fait d'accord. Kevin Gage, 62% des recruteurs écartent des candidats à cause de leurs réseaux sociaux. Les employeurs doivent-ils juger la vie privée des candidats pour vous embaucher? Le problème, c'est que maintenant, les réseaux sociaux, c'est devenu ta vitrine. C'est le bien et c'est pas bien. C'est pour ça que les réseaux sociaux, si tu les utilises, il faut bien les utiliser. Si tu te mets sur les réseaux sociaux, il y a une différence entre les regarder et les utiliser. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, on est des gens connus. Toi, moi, Marie-Claude. Elle n'a pas de réseaux sociaux, Marie-Claude. Je sais, non, mais en fait, quand tu es connu et que tu utilises les réseaux sociaux, je pense que c'est bien. Moi, je pense que vraiment, si les réseaux sociaux, je ne travaillerais pas avec, j'en aurais pas, par contre.
Clairement, je regarderai peut-être ce qui se passe, mais je pense pas que j'en aurai. Mais pour toi, un employeur qui juge quelqu'un par rapport à ses réseaux sociaux, c'est normal? Ouais, je l'ai fait moi déjà. Donc ouais. Et vous, Marie-Claude Bossière? Non, moi je trouve pas ça normal, mais en même temps, effectivement, il y a plus de limite entre la vie privée et la vie sociale. Demain, par exemple, vous avez un restaurant, vous avez un serveur qui est là et vous voyez que sur les réseaux sociaux, je sais pas, il brûle des chiens, des chats et tout sur ses réseaux. Vous allez pas l'embaucher? Je suis pas sur les réseaux sociaux, donc je ne le saurais pas. Voilà. Alors, merci à vous pour cette émission. Merci Kevin Gage, star de télé-réalité, papa de Ruby, ex-mari de Carla Moreau, cousin de Stéphane Teboul, meilleur ami de Maïeli Berda. Enfin bref. Tu es vraiment très forte. Par contre, je tenais à te le dire, tu m'as impressionné. Ah bon? Ah ouais. Merci. Vraiment. C'est gentil. Moi, je suis été épaté. C'est vrai? Ouais. Merci mon Kev, je l'aime. Ouais, c'est vrai, parce vraiment. que c'est vraiment. mon ami. Merci Kevin Gage, merci beaucoup. Merci Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre et membre du collectif Surexposition Écran. J'espère que vous avez tous réagi sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que la société nous rend accro aux écrans? On se retrouve lundi à 20h sur Sud Radio. Allez. C'est ma musique. Elle casse les codes, elle fait le show. Des politiques aux influenceurs. Tout le monde a droit à défendre ses valeurs.